Salut à tous, après quelques mois d'absence, je reviens vers vous avec une vidéo sur le père d'une nation. Un témoignage de dévouement, de courage, d'une vision et d'esclavagisme aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais bien évidemment, je parle du père fondateur des États-Unis, George Washington. Et si ce genre d'histoire vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout à commenter dans la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est hyper important pour de futures améliorations. Allez. On y va. Né le 22 février 1732 à Pops Creek dans le comté de Westmoreland en Virginie, Georgie pour les intimes, est issu d'une famille de planteurs plutôt un peu, mais pas trop, mais quand même plutôt pas mal fortuné. Pour exemple, son daron, Augustine, père de 10 enfants dont 4 issus d'un premier mariage, n'avait les moyens de financer les études que de 2 de ses enfants, et les études supérieures de ses 2 enfants en Angleterre. Et sa mère, Marie, était une mère au foyer occupée à élever ses 7 enfants, dont George était l'aîné, mais 4e dans l'ordre de succession par rapport à son daron, qui avait déjà plusieurs enfants d'un premier veuvage, Lawrence, Augustine Jr. et Jane. Et je fais une petite aparté pour vous préciser que oui, j'ai dit que le daron avait eu 4 enfants issus d'un premier mariage, mais pour être honnête avec vous, j'arrive pas réellement à trouver d'informations assez accurate pour réellement dire s'il avait 4 ou 3 enfants. Et si possiblement il en avait 4, celui-là a été l'aîné, mais il serait mort jeune. Et il s'appelait Butler. George, Betty, Samuel, John Augustine, Mildred et Charles seront ses enfants suivants. À partir de maintenant, on sait pas vraiment grand chose sur la vie de Georgie. C'est bizarre, mais quand je dis Georgie, je pense à un petit gamin avec un ciré jaune qui m'a traumatisé quand j'étais gosse. On sait de sources sûres que la Washington Family a beaucoup bougé, allant de corps de ferme en corps de ferme, avant de finalement s'établir sur la plantation de Ferry Farm au bord de la rivière Rappahannock, près de Fredericksburg, en Virginie. Fredericksburg, en Virginie. Je vais le noter, ce sera plus simple, hein, parce que moi... Malheureusement, à l'âge de 11 ans, une tragédie frappe la W Family, avec la mort de Augustine, le daron de la MIF. Par chance, en apprenant la mort de son père, Lawrence, le grand frère, débarque pour s'occuper de sa famille. Bon, en vrai, il était plus là pour l'héritage, mais vu qu'il avait un énorme faible pour son petit frère George, il est resté, et il appréciait tellement Georgie qu'il va finir par lui offrir quelques lopins de terre plus tard. Et puis on va pas se mentir, hein, Lawrence et Augustine Jr., les deux nouveaux chefs de la MIF, décident de supprimer les subventions pour les études de leurs petits frères et leurs petites sœurs pour mettre de l'argent de côté en cas de grosse galère. Parce qu'on sait jamais, après tout, le daron il est mort, peut y avoir des frais de notaire, des frais de ceci, la Twingo peut tomber en panne et ils ont besoin de la réparer, donc on sait jamais quoi. À l'adolescence, George, ses frères et sœurs sont confiés à des tuteurs privés et même certainement à une école sur les bords du Rappahannock. Oh, je l'ai bien dit. Et lui, fort passionné par les études, il décidera de pousser son expérience en se formant à la géométrie, la trigonométrie, la topographie, avant de pousser encore plus loin sa passion et finir par devenir arpenteur. C'est l'équivalent des géomètres d'aujourd'hui. Fort d'une première expérience en tant qu'arpenteur, envoyé en expédition par son voisin et ami de la famille George William Fairfax, Georgie prendra à son retour une décision qui, mine de rien, changera sa vie à tout jamais. Le voilà entré dans l'armée pour faire son service militaire en 1750. Enfin, quand je dis service militaire, hein, je pèse largement mes mots, parce que venant d'une famille assez puissante, assez fortunée, avec un statut assez important pour l'époque, adieu les corvées de latrines et de patates, le mec il rentre, il est quasiment directement major. 3 ans plus tard, le gouverneur de la Virginie, Robert Dinwiddie, oui, on dirait totalement le nom d'un Teletubbies, et depuis que j'ai écrit cette vidéo, j'arrive pas à me le sortir de la tête. Je pense à Tinky Winky, Dindy Windy. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy. Maintenant vous l'avez dans la tête. Voyant que les Français prennent un peu trop leurs aises sur les territoires du bon roi George, ils décident d'envoyer le major George Washington accompagné d'une petite milice pour demander aux Frousses de ne pas trop prendre leurs aises sur les terres anglaises et de vite déguerpir avant de se péter à leur race. C'est les États-Unis ici, c'est pas Quimper, on fait pas ce qu'on veut. Une fois son message transmis aux Français, le retour est assez compliqué. Georgie et son crew devront effectuer les 900 miles retour dans des conditions
assez extrême vu que c'est l'hiver, il neige, ils devront passer par des bois et des chemins de traverse, et sans oublier le fait que le bonhomme a failli perdre la vie en passant à travers la glace d'un lac gelé qu'il était en train de traverser. Bon, bien évidemment, le gars finit par rentrer sain et sauf, et c'est The Star, le bonhomme. Son journal de bord est publié par le gouverneur, et il devient un petit best-seller, et Washington est promu lieutenant-colonel pour sa bravoure et son engagement. Enfin, bravoure et engagement de quoi, je sais pas, mais... bravoure et engagement. Sauf que rebelote. Quelques mois plus tard, le poteau, accompagné de 150 soldats, se voit être dans l'obligation de combattre les troupes françaises dirigées par le commandant Joseph Coulon de Villiers. Je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec le petit filou de Villiers du Puy du Fou, mais on ne sait jamais. D'ailleurs, petit truc étonnant, ce dernier ne fera pas long feu sur le champ de bataille. Tué, voire assassiné selon certaines sources, par le petit Georges. Suite à ça, Georges et ses troupes sont obligés de se replier derrière une espèce de fort de fortune. Georgie sera obligé de se rendre avec humiliation et déshonneur quand les soldats bleus en surnombre encercleront sa position. Et fun fact, il sera battu par le frère du gars qui l'a buté. Démissionnaire, Washington épousera Martha Custis, veuve d'un premier mariage, en 1759 et finira par s'installer au Mont Vernon, hérité de son frère Lawrence, alors décédé, où il gère sa plantation et s'implique dans la vie politique locale en tant que membre de la Chambre des bourgeois de Virginie. Au fur et à mesure des années, Georgie voit son domaine s'agrandir. Devenu passionné d'agriculture, il n'hésite pas à acquérir d'autres terres, passant le Mont Vernon de 2 à 8000 acres. Ce qui est plutôt assez conséquent, surtout que ça s'est fait en très peu de temps, chose quasi inexistante pour l'époque. Mais une chose chiffonne un peu le poteau. Enfin, ça chiffonne plutôt tous les habitants des colonies anglaises. La taxation de plus en plus importante des Britanniques, sans possibilité d'avoir un représentant pour les défendre auprès du Congrès anglais. Washington finit par rejoindre le mouvement de résistance, prônant les droits des colonies. Il est élu représentant de la colonie au premier congrès continental de Philadelphie, avec 54 représentants élus sur 12 des 13 colonies. Ce qui n'est pas déconnant mine de rien. Malheureusement, le 19 avril 1775, un conflit éclate à Lexington, Massachusetts. Alors que les insurgents se font de plus en plus menaçants, le général anglais Thomas Gage entend parler d'un stock de plus en plus important de nourriture et d'armes à Concorde. Niveau stock, la rumeur voudrait qu'il y ait suffisamment de munitions et d'armes pour se faire péter la margoulette pendant plusieurs jours. Gage décide alors, avec une petite milice de 800 soldats, d'aller détruire tout ce joyeux petit assortiment de joyeuseté. Et ça fait beaucoup le mot joyeux, mais j'aime bien la redondance. Et sauf que sur le chemin, arrivé au bord de Lexington, les tuniques rouges se voient boutés hors de la ville par des insurgés qui débarquent d'un peu partout autour d'eux. Presque 300 soldats morts ou blessés sont abandonnés sur place. Le 14 juin de cette même année, un deuxième rassemblement continental a lieu. Une décision est prise, les colonies prendront les armes pour marave les Anglais et signer leur liberté. Et dans tout ça, Georgie est élu quasi à l'unanimité commandant en chef de la nouvelle armée des États-Unis. Même si considéré comme mauvais stratège, il sera l'homme qu'il faut pour mener cette guerre de par son expérience et son pouvoir à diriger les hommes. Leur donnant un but à suivre et allant même jusqu'à motiver ses troupes à traverser des campagnes en hiver sous la neige et sans chaussures. Parmi ses faits d'armes les plus célèbres, la traversée du Delaware en 1776 et qui donnera naissance plus tard à ce fameux tableau que l'on connaît tous, et la victoire à Yorktown en 1781 qui signera la défaite de l'armée britannique et ainsi permettra aux États-Unis d'être indépendantes. Une fois le traité de Paris signé, traité qui permet de signer l'indépendance des États-Unis et qui met fin à la guerre avec l'Angleterre, Georgie pose une nouvelle fois sa démission et retourne à sa vie de fermier et père de famille à Mont Vernon. Sauf que les dirigeants américains, ils ont un peu de mal à se passer de lui. En 1787, il est invité à une nouvelle convention constitutionnelle où il sera élu quasi à l'unanimité comme dirigeant. Et le voilà, avec d'autres, parti sur plusieurs mois de travail pour créer et ratifier la Constitution américaine. Loin de son Mont Vernon adoré, il aura la tâche de diriger le pays en étant élu
quasi à l'unanimité encore une fois, premier président des États-Unis. John Adams arrivera deuxième et sera le premier vice-président. D'abord, réfractaire à cette idée, parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est retourner dans son petit patelin, cultiver la terre et vivre tranquillement. Et la pression du peuple et des autres élus sera telle qu'il ne pourra pas refuser. Et il prendra ses pouvoirs le 30 avril 1789, après une cérémonie d'investiture à New York. Durant ces 2 mandats, il met en place des institutions fondamentales, telles que la Banque nationale ou une politique de neutralité envers les conflits européens, posant ainsi les bases de la politique étrangère américaine. À la fin de son 2e mandat, George prendra finalement et définitivement sa retraite de la scène politique, instaurant ainsi la règle de seulement 2 mandats par président. En 1796, il fera un énorme discours mettant en avant les dangers des partis politiques, l'influence des pays étrangers et le plus primordial, ne jamais favoriser un État plus qu'un autre. Acclamé pour son discours, Washington quittera son poste à la fin de son 2e mandat en 1797, laissant place à John Adams. Après 2 années à s'occuper de sa plantation, de son corps de ferme et toutes ses activités auprès de sa Martha chérie, George kiffera sa meilleure vie. Le 12 décembre 1799, fort d'une journée de travail éreintante sous la pluie et à cheval, ce dernier se voit conseiller, à la fin de la journée, de changer de vêtements pour éviter de tomber malade. Voyant l'heure du dîner approcher et étant aussi psychorigide sur la ponctualité que ta daronne, sur le fait que tu dois ranger ta chambre, ce dernier refusera de se changer et ira directement dîner avec des vêtements complètement détrempés. Et en sachant qu'à l'époque, les maisons à 19-20 degrés, ça existe pas trop, ce dernier va finir par tomber malade. Son état s'empirera de plus en plus. Sûrement dû en partie à ces traitements médicamenteux tels que des saignées, des vomissements déclenchés, des régimes à base de laitage ou encore des lavements anals, ce dernier finira par s'éteindre dans la nuit du 14 décembre 1799 entre 10 et 11 heures du soir. Et juste avant de décéder, il fera quelque chose qui aura bluffé à tout jamais ses pairs: libérer ses esclaves une fois la mort de sa femme actée. Aujourd'hui, son nom et son image sont omniprésents, symbolisant les idéaux de la liberté et de la démocratie, surtout à une époque où la liberté et la démocratie sont en danger à travers le monde. George Washington demeure une icône intemporelle. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, surtout pour me dire ce que vous en avez pensé et voir si vous voyez des points d'amélioration pour que je puisse m'améliorer pour de futures vidéos. N'hésitez pas à me dire s'il y a un sujet en particulier que vous voulez que je traite, si je peux, je le ferai. Partagez vraiment la vidéo, abonnez-vous, je l'ai déjà dit. J'ai eu un petit coup de stress, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce genre de vidéo. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, n'oubliez pas que l'histoire, j'ai pas de fin de phrase. Peace.